Bonjour Bernard. Bonjour Philippe. Bonjour, merci d'être avec nous pour ce premier live Facebook de notre page Timone. Alors, on se connaît bien, on travaille ensemble depuis de nombreuses années. Et ce que je voulais qu'on mette en place ensemble, c'était des petits modules qui permettraient aux gens qui ont du temps à tuer chez eux de commencer à anticiper les grands enjeux de l'après-crise. Et donc, il paraissait naturel de te recevoir comme premier invité, parce que pour dérouler très rapidement ton parcours, tu es l'ancien négociateur principal du GIGN. Tu as passé 10 ans à la négociation de la cellule de crise du GIGN entre 1997 et 2007. Et puis, tu as passé plusieurs diplômes, notamment aux États-Unis, de psychologie comportementale, et tu es depuis conférencier et prof de psychologie comportementale. Donc, c'est le sujet qui nous intéresse aujourd'hui. Alors, première question, quel parallèle on peut réussir à faire entre ton expérience de gestion de crise militaire, j'allais dire, et la crise que tout un chacun rencontre aujourd'hui, qui est une crise très différente d'une crise sanitaire? Oui, alors une crise reste une crise, hein. Quand j'intervenais sur des prises d'otages, faut savoir que en tant que négociateur de GIGN, j'avais plusieurs secteurs d'activité, entre guillemets, hein, des prises d'otages, du terrorisme, du grand banditisme. Et quand on intervient sur une crise, c'est que tout va mal. Quand on appelle le GIGN, c'est qu'on est vraiment la dernière roue du carrosse, hein, c'est qu'il n'y a plus d'espoir. Et quand on intervient sur une crise, il y a des choses à mettre en place, il y a des émotions à maîtriser. Et on le voit bien actuellement sur cette crise sanitaire qui est sur le monde entier. Et ben, on est dans le même cas de figure. C'est-à-dire qu'il y a des émotions à maîtriser, il y a des choses à mettre en place, le confinement par exemple à mettre en place. Il y a des choses qu'on doit respecter. Si on ne les respecte pas, on respecte pas les bases, et bien forcément ça va s'envenimer. C'est une négociation sur une prise d'otage, c'est exactement la même chose. Il y a des règles à mettre en jeu, il y a de la compréhension, il y a de l'écoute, il y a de l'émotionnel, et on voit qu'on est sur cette crise sanitaire en plein dedans. Comment d'un point de vue psychologique, on gère l'inconnu? Puisque toi, on en a parlé plusieurs fois, chaque prise d'otage, chaque situation était unique. Il y avait la vie de personnes en jeu à chaque fois. Quel parallèle, là encore, on peut faire? Alors, ce que j'ai remarqué sur mes prises d'otages, en fin de compte, tous les négociateurs du monde essayent de sauver des otages. Vous allez me dire, c'est normal, on est négociateur, on est là pour sauver des otages. Eh bien non, moi je ne me suis jamais occupé d'un otage. Je me suis toujours occupé de mon preneur d'otage. Parce que j'avais compris quelque chose, c'est que si je sauvais mon preneur d'otage, je sauvais tout le monde. Il n'y avait plus de problème. Alors qu'en se concentrant sur les otages, on va délaisser notre preneur d'otage. On va délaisser psychologiquement notre preneur d'otage. Et si on délaisse quelqu'un, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il va montrer qu'il existe en faisant des barrages, en nous contredisant, en faisant des blocages. Et un preneur d'otage, voire pire, en nous tuant des otages pour montrer qu'il existe. Là, sur une crise également, il faut se concentrer sur nos collaborateurs. Si on se concentre sur notre chiffre d'affaires, si on se concentre sur l'économie, etc., on va délaisser la batterie psychologique de nos collaborateurs. Et tant que eux ne se sentent pas bien, on ne pourra jamais remonter la pente. Un négociateur doit d'abord comprendre son preneur d'otage avant de commencer la négociation. Donc cette première phase est très importante, c'est-à-dire c'est une phase émotionnelle où il faut comprendre l'autre, comprendre le preneur d'otage et comprendre ses collaborateurs. Donc, si je fais un parallèle avec la problématique très concrète que vont rencontrer les managers et les dirigeants d'entreprise quand le confinement sera terminé et qu'il faudra tenter de retrouver une vie normale après ces événements-là, il va falloir qu'on se concentre sur les collaborateurs. Et on a évoqué ensemble il y a quelques jours l'importance des débriefings, de ce que vous appelez les débriefings dans un univers plus militaire, et des débriefings ciblés, des débriefings opérationnels et des débriefings émotionnels, ce qu'on a un peu moins tendance à faire naturellement dans l'entreprise. Est-ce que tu peux nous expliquer très concrètement l'importance
de ces débriefings post-confinement pour les managers et les dirigeants d'entreprise? Alors, il faut toujours faire un débriefing opérationnel, hein, parce qu'on peut toujours s'améliorer techniquement, tactiquement. Et sur ce confinement, c'est important déjà de faire un débriefing opérationnel sur ce confinement. Savoir comment les gens ont géré les collaborateurs ont géré leur journée, comment ils se sont adaptés à ce confinement, qu'est-ce qu'ils ont fait. Et puis d'ailleurs, ça peut être assez marrant aussi de voir les activités de certaines personnes qui ont repris la peinture, qui ont repris l'écriture, qui ont repris peut-être le sport par ce confinement. Donc c'est important, ce côté opérationnel. Mais après, et ça c'est encore plus important, c'est de faire un débriefing émotionnel. Savoir ce que les gens ont vécu émotionnellement dedans, connaître leurs peurs. Sur une mission au GIGN, forcément, on nous appelle, comme je te l'ai dit tout à l'heure, quand c'est une catastrophe. Donc, on faisait toujours un débriefing émotionnel entre nous, hein, pour savoir ce qui nous avait bloqué émotionnellement, nos peurs, nos craintes. Pardon de te couper, mais le débriefing opérationnel, il précède le débriefing émotionnel ou pas chez vous? Ouais. D'abord, le débriefing opérationnel, c'est très important. On le fait à chaud, savoir comment s'améliorer. Et puis, ça permet d'ouvrir la discussion. Parce qu'on parle plus facilement des choses techniques et tactiques que de nos propres émotions. Nos émotions, c'est notre jardin intérieur, donc on va avoir du mal à en parler. Donc faire ce débriefing tactique d'abord, ça permet d'ouvrir justement la communication et faire ce débriefing émotionnel après. Et donc ce débriefing émotionnel est important parce que pour ce confinement, par exemple, au GIGN, pourquoi il est important parce qu'on va savoir pendant ce débriefing émotionnel qu'on n'est pas le seul à avoir eu peur, qu'on n'est pas le seul à avoir eu des doutes sur la résolution de ce conflit. Et le débriefing dans ce confinement émotionnel, ça va être aussi important de savoir que on n'est pas le seul à avoir eu des peurs aussi pendant ce confinement. Par exemple, quand on va faire ses courses, on se sentait énormément vulnérable parce qu'on sortait du confinement. Quand on ramenait les produits chez nous, les emballages nous faisaient peur parce qu'il y avait peut-être le virus dessus, etc., etc. Ça va permettre de partager ces émotions dans un premier temps, des émotions basiques de confinement, puis après des émotions beaucoup plus personnelles. Et ça va, en fin de compte, créer un climat de confiance ça va augmenter la cohésion d'un groupe parce que on va partager des émotions. Et la cohésion d'un groupe se partage que émotionnellement. On va pas, tu sais, l'émotion, la cohésion d'un groupe se fait pas sur le terrain ou sur des activités physiques ou techniques ou tactiques. Ça va être tout d'abord le partage de ces émotions qui vont renforcer les liens. Donc savoir qu'on n'est pas le seul à avoir eu peur, savoir qu'on n'est pas le seul à avoir été malade, d'avoir surmonté cette maladie, etc., va être très important pour le reste du groupe. Et plus on va parler, plus les autres vont parler. Et le manager, là-dedans, a une place très importante, ou le patron d'une PME ou le patron d'une société a une place très importante. C'est peut-être à lui aussi de commencer à extérioriser ses émotions. Parce que si lui, il ne le fait pas, les autres vont pas oser le faire. Il faut vraiment sortir de ce manager ou de ce leader guerrier pour être moi j'appelle ça un manager sensitif, parler avec ses sensations. Ouais, c'est un sujet important parce que, comme on le disait quand on préparait un peu l'échange, on vit quelque chose d'inédit où personne a les leviers, à la vérité pour les bonnes pratiques à mettre en place pour se remettre en ordre de marche rapidement. Donc, il faut refaire appel à nos sens premiers de management et d'un point de vue psychologie comportementale, comment ça se manifeste? Alors, il faut savoir qu'on subit actuellement un stress énorme, hein. Souvent dans mes conférences, je dis aux gens qui sont devant moi, pour vous, qu'est-ce qui est le plus stressant? Vous vous promenez par exemple au Canada, au bord d'un torrent, il y a des saumons, tout ça, c'est très agréable. Et puis à ce coup, devant vous, vous voyez surgir un grizzly. Il est à 50 mètres de vous et il court sur vous. Il est à 40 mètres, à 30 mètres. Il ouvre sa gueule et dans 2 secondes, il sera sur vous. Est-ce que cette situation, vous préférez vous trouver dans quelle situation? Cette situation ou alors devant, par exemple, un client qui vous parle mal, un client qui n'est pas satisfait. Devant quelle situation vous préférez vous trouver? Tout le monde me dit devant le client.
Pourquoi? Parce qu'on ne risque pas de mourir devant le client, alors que devant le grizzly, on sait qu'on va mourir. Et pourtant, le stress emprunte toujours le même chemin. Qu'on soit devant ce grizzly ou devant un client mécontent, ça sera le stress empruntera toujours le même chemin. Ou qu'on soit confiné chez nous parce qu'il y a un virus à l'extérieur, le stress empruntera toujours le même chemin. C'est-à-dire qu'il va passer par une phase d'alarme en premier. Cette phase d'alarme, elle est brève, de quelques minutes, voire quelques secondes à 1 heure maximum. Et le corps va être inondé d'adrénaline, c'est un kérosène pour notre corps, et puis de noradrénaline, c'est un kérosène pour notre esprit. C'est-à-dire qu'il va stimuler nos 5 sens, et puis il va aussi accroître notre concentration. Puis après, il va passer dans une phase de résistance. Donc, cette phase d'alarme, elle est positive. Il faut s'en servir. Bien sûr, toutes les phases, les 2 premières phases du stress sont positives. Ça va permettre de gérer le stress. Et donc, la deuxième phase, ça va être une phase de résistance, où le corps est inondé de cortisone et de cortisol. C'est un glucose pour faire un effort plus longtemps, et puis aussi un antidouleur. Donc, le problème, c'est qu'on pense que devant le grizzly, on subit le stress n'est pas identique. C'est vrai que psychologiquement, on sait qu'on ne risque pas de mourir devant un client. On le sait. Par contre, devant un grizzly, on sait qu'on va mourir. Par contre, physiquement, il faut savoir que le stress a une réaction physique et psychologique. Physiquement, le corps n'en sait rien. Le corps sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas, mais il ne sait pas si c'est un virus, il ne sait pas si c'est un grizzly, il ne sait pas si c'est un client mécontent. Donc, dans le doute, qu'est-ce qu'il va faire le corps? Il va envoyer toute son énergie pour faire face à cette agression, quelle qu'elle soit. Que ce soit un ours ou un client, il va envoyer toute l'énergie pour faire face à cette agression. Et donc, on va subir énormément de stress. Il y a des signes qui vont nous permettre de savoir qu'on est sous forme de stress. Et on n'en tient pas compte de ces signes. Par exemple, alors il y avait un élève de Freud qui s'appelait William Reich qui avait fait des points de blocage. Il dit, voilà, en cas de stress, le corps vous envoie des signaux. Et malheureusement, je me suis aperçu dans les sociétés, on ne tient pas compte de ces signaux. Alors, il y a des points de blocage, mal au ventre, anodiaphragmatique, c'est-à-dire qu'on a du mal à respirer, thoracique, c'est qu'on a une boule au niveau du thorax. On peut avoir une boule au niveau de la gorge aussi. Ça, c'est mon cas. Moi, quand j'angoisse, souvent, j'ai une boule au niveau de la gorge et j'ai du mal à avaler ma salive. Oculaire, c'est mal de tête. Il y a beaucoup de gens qui ont des maux de tête. Le problème, c'est que le corps nous envoie des messages en disant attention, il y a quelque chose qui ne va pas, tu stresses, j'ai mal à la tête, je stresse. Et qu'est-ce qu'on fait quand on stresse? Eh bien, on prend un Doliprane et on dit au corps tais-toi, allez, et on travaille. On ne tient plus compte de ces facteurs. Et malheureusement, le corps, après, il va passer à des problèmes beaucoup plus lourds. Donc, il faut vraiment tenir compte du langage du corps, parce que le corps nous rend énormément de services tout au long d'une journée. Imaginez tout ce que le corps fait pour nous. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? Pour le remercier, on ne fait rien. On mange gras, on fume, on boit, on ne fait pas de sport. Et donc, à un certain moment, le corps va nous rappeler à l'ordre. Donc, on n'est pas tous égaux devant le stress. Il y a des situations qui vont faire stresser certaines personnes et d'autres non. Et puis, il y a ces phases de stress qu'il faut comprendre pour mieux les maîtriser. Donc, si je t'écoute, c'est une période dans laquelle il faut que particulièrement les managers qui vont devoir demain transmettre une énergie positive et recréer une dynamique de groupe et d'objectifs, il va falloir qu'ils soient attentifs à eux d'abord, qu'ils s'écoutent et qu'ils fassent attention aux signaux qu'envoie le corps qui est sous stress pour être dans les meilleures conditions possibles au moment de la reprise pour transmettre justement cette bonne énergie. Donc, ils ont un rôle prépondérant. Ouais. Alors, dans un premier temps, il faut que ce manager ou ce leader soit un peu égoïste. C'est-à-dire qu'il faut qu'il prenne soin de lui. Parce que si vous ne prenez pas soin de vous, vous ne pouvez pas prendre soin des autres. C'est impossible. Si déjà le leader est en stress intense, il va divulguer ce stress négatif et ça va être pire que bien. Donc, déjà, il faut qu'il prenne soin de lui. C'est-à-dire qu'il y a des choses à faire. Si, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, si vous fumez, si vous buvez, si vous droguez, si vous dormez peu, vous serez moins résistant au stress que quelqu'un qui a une extrêmement bonne hygiène de vie. Donc, ce manager doit avoir une bonne hygiène de vie. Et puis après, c'est comme sur une prise d'otage. Sur une prise d'otage, comme je vous l'ai dit, tous les négociateurs du monde essaient de sauver les otages. Moi, ça n'a jamais été mon problème. Moi, je me suis concentré sur mon preneur d'otages pour comprendre ses peurs. Et je peux vous assurer que des fois, on est surpris par les revendications de notre preneur d'otages. On est surpris par ses peurs, par ses appréhensions.
Et en comprenant ces appréhensions, on va pouvoir les régler. Et un manager, un leader doit faire exactement la même chose. Il doit d'abord connaître les inquiétudes de ses collaborateurs. Et ils n'ont pas tous les mêmes inquiétudes, ces collaborateurs. Donc, connaître ces inquiétudes, on va dire globales, mais aussi individuelles. Pourquoi connaître ces inquiétudes? Parce qu'on va pouvoir mieux communiquer et ainsi éviter qu'une rumeur se propage dans la société. Parce que les rumeurs se propagent beaucoup plus vite qu'un virus, hein, et ça peut faire énormément de mal. Donc, bien comprendre les problématiques de ses collaborateurs est extrêmement important. Et ça, c'est le rôle du manager. Être plus près de ses hommes pour comprendre, avec ce débriefing émotionnel, il va comprendre les appréhensions, les inquiétudes de ses collaborateurs. Ça peut être des inquiétudes de santé, ça peut être des inquiétudes de santé aussi, mais de la société. Ils ont peur pour leur santé, mais ils ont peur pour leur travail aussi. Et donc, c'est réellement important que ce manager se focalise sur ses collaborateurs avant de se focaliser sur la performance de sa société. Toi, tu préconises donc au départ des débriefings personnels et émotionnels de groupe, un travail de la part du manager d'individualisation de la problématique Ouais. à faire rapidement. Il y a des délais standards de choc post-traumatique. C'est-à-dire, est-ce que le manager va très vite au retour dans l'entreprise si le collaborateur est très affecté, ou est-ce que ça peut se manifester des mois après? Quels sont les signaux d'anticipation de choc post-traumatique? Alors, ça peut, pour certains, se déclencher très vite, et comme tu le dis si bien, pour d'autres, se déclencher sur du long terme. Il faut savoir qu'il y a plusieurs manifestations. Il y a, on va dire, une manifestation physique, hein, une manifestation psychologique et une manifestation comportementale. C'est trois manifestations. Alors, celle qui peut être très longue à se déclencher, c'est celle physique. Elle peut être longue et rapide. C'est-à-dire que quand quelqu'un a subi du stress, physiquement, il peut avoir des symptômes. Ça peut commencer par des symptômes très légers, hein, des maux de tête, comme je te l'ai dit tout à l'heure, mais aussi de l'herpès, de l'eczéma. Et à fur et à mesure des années, ça peut malheureusement dégénérer en infarctus ou en cancer. Donc ça, c'est une conséquence physique du stress et le manager doit en tenir compte. Hein. L'état de fatigue, les absences, l'absentéisme, les maladies, les herpès, c'est visible. Et tout ça, le manager doit en tenir compte. Puis après, il y a une réaction aussi psychologique. La personne qui psychologiquement se sent sous stress peut se sentir agressée continuellement par l'environnement de sa société. Et il va avoir une vision pessimiste de l'avenir. Donc ça, c'est important aussi de voir ce changement psychologique des collaborateurs. Si la personne était optimiste avant la crise et que maintenant elle est pessimiste, il y a un signe qui doit l'alerter. Le troisième, c'est le facteur comportemental. Ce facteur comportemental est très important parce que c'est, on va dire, le plus visible. C'est-à-dire que les collaborateurs ou le collaborateur va changer d'attitude. C'est-à-dire qu'il va réagir sous l'émotion, soit par de la colère, soit par des pleurs, soit par des crises nerveuses, soit il va être irritable plus rapidement qu'avant. Et en fin de compte, le manager ou le leader doit vraiment tenir compte de ces trois indicateurs. C'est-à-dire que le bonjour, c'est pas anodin. Hein. Le bonjour dans une société, c'est réellement important pour déjà prendre la température, savoir si la personne se sent, si c'est le même bonjour qu'hier ou s'il est différent. Et puis après, tout au long de la journée, il y a des indicateurs comportementaux, physiques, psychologiques, qui vont permettre de donner des indications au leader ou au manager de mieux cerner ses collaborateurs. Donc, il y a vraiment nécessité pour les managers d'eux-mêmes d'avoir un niveau d'action très particulier par rapport à l'avant-crise sur les comportements des collaborateurs pour anticiper des gens qui dévissent individuellement au retour dans l'entreprise. Bien sûr. C'est le plus important, c'est pas le manager, le rôle du manager ou du leader. Le plus important, c'est pas de sa priorité, c'est pas de prouver qu'il est le meilleur manager du monde, c'est pas de prouver qu'on est la meilleure société du monde, c'est pas de prouver qu'on est les plus forts, les plus grands. Non, il faut d'abord faire en sorte que ses collaborateurs nous fassent confiance. C'est-à-dire
instaurer un climat de confiance. Et ça, c'est la base de tout. Si on n'a pas ce climat de confiance, tout le reste s'écroule. Si les gens ne peuvent pas travailler en confiance, tout le reste s'écroule. Et c'est pour ça que c'est réellement important d'être honnête avec les gens. Si on sait où on va, il faut le dire. Et si on ne sait pas, il faut le dire simplement. Je n'ai pas les indications, je n'ai pas les renseignements actuellement et je le saurai par la suite. Donc, il faut vraiment qu'il soit accessible, ce manager, et qu'il puisse parler le plus facilement et le plus honnêtement des inquiétudes de ses collaborateurs. Parce que le sujet de l'honnêteté dans l'équipe, ça va être un vrai sujet de même. Les managers vont avoir à annoncer certainement pour beaucoup de bonnes nouvelles. Les gens, des réductions d'effectifs, des baisses des annulations de primes, enfin, toutes sortes de mauvaises nouvelles, des vacances pour les salariés qui en prendre, etc. Donc, quels sont les leviers pour mieux faire passer ces mauvaises nouvelles sans impacter la dynamique dont on parlait tout à l'heure, qu'il faut réussir à réinsuffler très vite. Alors déjà, il faut comprendre les sujets qui suscitent le plus d'appréhension des collaborateurs. Et il faut adapter sa communication par rapport à ces sujets qui suscitent énormément d'appréhension. Le plus important, c'est pas ce que le manager ou le leader ait envie de dire. Le plus important, c'est ce que les collaborateurs ont besoin d'entendre. Donc, ils ont déjà besoin d'entendre des messages positifs, hein, c'est réellement important, que l'entreprise va surmonter cette crise. Hein, tous ensemble, on va réussir à la surmonter, cette crise. Et, mais ça peut se passer aussi avec des dommages collatéraux. Il faut comprendre que les collaborateurs ne sont pas dupes. Hein. On vit une crise unique actuellement et on sait qu'on va y laisser des plumes. Ça ne sert à rien de mentir, on le sait tous. Le truc, ce qui était vraiment important, c'est que le manager puisse parler le plus ouvertement possible. Ce manager doit être au plus près de l'information pour qu'il puisse retransmettre l'information au plus juste. Parce qu'après, en intranet, en interne, qu'est-ce qu'ils vont faire les collaborateurs? Ils vont spéculer là-dessus. S'ils n'ont pas les vraies informations, ils vont lancer des rumeurs sur intranet, entre eux, des bruits de couloir qui vont être catastrophiques, qui vont pourrir l'ambiance. Donc ce manager a un rôle très important, c'est qu'il doit prolonger les informations de la direction, ou alors si on est leader, on doit absolument donner ces informations pour que les collaborateurs savent où ils vont. Et surtout pas qu'ils commencent à spéculer sur l'avenir, mais qu'ils aient réellement de bonnes interventions, de bonnes informations. Plus ils auront des informations excellentes, je parle en termes comment je pourrais dire ça, de détails, de contenu. Détails, plus ils vont être rassurés, même si ce n'est pas forcément de bonnes informations, mais ils sauront où ils vont, ils sauront à quoi s'en tenir. Alors que s'ils commencent à spéculer, s'ils commencent à lancer des bruits de couloir, ça va être amplifié, déformé, ça va être catastrophique. Donc cette information est réellement importante, même si ce n'est pas forcément de bonnes nouvelles, il faut absolument que les collaborateurs soient au courant. Donc, pour résumer, l'idée de ce format, c'est pas de rentrer trop concrètement dans le détail, c'est on va dire, de faire germer une petite graine dans l'esprit de certains managers ou dirigeants qui sur les grands enjeux de demain. Mais pour résumer, la priorité, c'est de libérer la parole. Et vraiment cette importance des débriefings au retour dans l'entreprise. Et de donner à l'équipe et de libérer la parole pour laisser exprimer très vite tous ces ressentis qu'on a pu avoir chacun pendant cette période très particulière. Et puis, sur cette base-là, retrouver son management sensitif et essayer de reconstruire une stratégie et une communication interne qui aura été exprimé, ce qui se sera dégagé de ces débriefings opérationnels et émotionnels. Bien sûr. Et adapter sa communication en fonction des personnes qu'on a en face de nous. Malheureusement, on communique
toujours de la même façon. Peu importe le caractère de la personne qu'on a en face de nous, on communique toujours de la même façon. Je te donne un exemple. Imagine que je sois un bulldozer, que je sois quelqu'un qui est une forte personnalité. J'écrase tout le monde, je suis le meilleur. Si quelqu'un me contredit, je vais tout de suite réagir par de la colère et je vais le mettre minable. Imagine maintenant si je suis une personnalité complètement différente. Je suis quelqu'un je suis une boule d'empathie. J'aime aider les autres. Je fais tout pour que les autres soient bien. Si on me contredit, eh ben, je vais être triste. Je vais être triste et je vais même me dévaloriser. Oh, je suis nul et tout ça. Donc, on voit bien qu'il y a deux caractères différents. Il y en a un qui va se mettre en colère et il y en a un qui va être triste. Et malheureusement, on communique avec ces deux personnes de la même façon. Et donc, forcément, ça va créer des frustrations. Il faut vraiment s'adapter par rapport à la personne, au caractère qu'on a en face de nous. Et plus on va pouvoir communiquer d'une façon sensitive, comme moi j'appelle ça d'une façon sensitive, avec nos sens, nos sensations, pour s'adapter en fonction de la personnalité, plus on va pouvoir libérer la parole, plus les gens vont pouvoir mettre des mots sur leurs mots, M-A-U-X, et se sentir mieux. Quand la parole est donnée, quand les gens arrivent à communiquer sur leur appréhension, et bien forcément, ils se récupèrent beaucoup plus vite qu'avant. Et pour finir en étant assez concret, dans votre univers, il y avait quel délai entre le débriefing opérationnel qui se faisait à chaud donc, et le débriefing émotionnel, ça maturait combien de temps tout ça avant de pouvoir passer au sujet un peu plus sensible et à la libération de la parole émotionnelle? Alors, le débriefing émotionnel, faut le faire rapidement, très rapidement, euh, le surlendemain. Quand il y aura la reprise des activités, ben, c'est important de faire. La reprise des activités, on peut le faire directement après la reprise de son confinement, hein, puisque ce confinement a duré très longtemps. On peut le faire directement après. Et c'est important, nous, on le faisait rapidement parce qu'il faut vraiment extérioriser ce mal-être. Plus la personne va garder ce mal-être en lui, plus ça va le détruire et plus ça va détruire l'ambiance générale. Donc, il faut le faire très rapidement. Nous, on le faisait le lendemain en général et c'était réellement très important et on voyait le bénéfice que ça pouvait apporter en chacun de nous. D'accord. Si tu avais, toi, un dernier conseil à donner, tu as une très grande expérience d'entreprise maintenant, ça fait plus de 10 ans que tu interviens dans des entreprises qui ont chacune des problématiques bien particulières que tu connais. Euh, Si tu avais un dernier conseil ou avis à donner aux managers qui nous écoutent sur la façon de gérer la situation, parce que la problématique, c'est que ce que moi je perçois, c'est la difficulté de ne pas connaître la date d'issue. Ouais. Donc psychologiquement, je ne sais pas comment tu analyses ça, mais le fait d'être dans le flou sur le moment où on va être capable de se remettre en action, c'est très difficile à vivre. Donc, Ouais. est-ce que tu as quelques mots, quelques conseils à donner d'un point de vue psychologique comportemental sur la façon d'appréhender cet inconnu? Là, on a parlé de ce qu'il va falloir mettre en place une fois qu'on se sera remis en route, mais qu'est-ce qui se passe jusque-là? Ouais. Alors, tu as raison, hein, c'est le pire qui puisse nous arriver. C'était Laborite, qui est un psychiatre, qui disait c'est l'inhibition d'action. L'inhibition d'action, c'est quand on subit le stress et on ne peut rien faire. Là, on ne sait pas qu'on va sortir et on se sent impuissant. Ça ne dépend pas de nous et on ne peut rien faire, on subit. Et ça, c'est la pire des choses en termes de stress qui puisse nous arriver. Il y a des stratégies de dérivation, c'est-à-dire qu'il faut profiter de ces moments pour essayer de se trouver des vocations. Et on voit qu'il y en a qui arrivent très très bien à gérer ces moments en commençant à écrire, en commençant à dessiner, en commençant à faire du sport, avant 10h et après 19h à Paris. Et en fin de compte, il faut absolument avoir une activité de dérivation pour oublier justement ce stress, cette incertitude de la reprise du travail. Et en trouvant ces activités de dérivation, ça nous fait énormément de bien. Donc, repartir sur peut-être ce qu'on désirait faire quand on était plus jeune, et c'est le moment, on a un peu de temps actuellement, et il faut absolument essayer de retrouver des vocations qu'on avait quand on était plus jeune et de les faire. Et puis aussi, quelque chose qui peut nous servir, c'est de mettre notre ego dans notre poche. L'ego, c'est l'image qu'on aimerait que les autres aient de nous. Donc, pour certaines personnes, ben oui, quand on travaille,
on est des bulldozers, on est très fort. Et puis là, on se retrouve confiné. Et ben, l'image qu'on a de nous peut être un peu dévalorisée. Et cet ego, il faut le mettre de côté, le mettre dans sa poche parce qu'il fait énormément de mal à soi-même, mais aussi aux autres. Bien sûr, mais notamment pour le manager, parce que comme on le disait tout à l'heure, je regardais un peu les questions qu'on a qui défilent. Donc, on va se quitter. On avait dit qu'on ferait demi-heure pour pas être trop long. Mais les grands enjeux, donc cette importance des débriefings, on en a parlé. Le rôle du manager qui doit rassurer ses collaborateurs. Alors, pas forcément, comme tu le disais, en annonçant des bonnes nouvelles qu'on n'a pas, mais en étant le plus transparent possible sur la restitution de la situation aux équipes. Donc ça parce qu'on a une question d'un dirigeant qui nous dit comment répondre de façon rassurante aux inquiétudes de nos collaborateurs quand nous-mêmes les partageons et n'avons pas de certitude sur l'avenir. Donc ça, comme tu le disais, aujourd'hui, on sait tous que la situation est grave et qu'on y laissera des plumes de façon diverse les uns et les autres. Donc ça, il faut pas Faut pas le nier, il faut pas le mentir. nier. Il faut pas mentir. Vaut mieux dire je ne sais pas. Pour l'instant, je ne sais pas, je n'ai pas encore l'information, plutôt que de dire un mensonge parce que vous allez perdre la confiance. Et la confiance, c'est le socle d'une entreprise. Et on a une autre question aussi, c'est comment, on parle encore une fois de l'après, mais quels sont les leviers qui peuvent exister pour maintenir une dynamique collective et une volonté des collaborateurs de mouiller la chemise pour l'entreprise à distance, en télétravail, avec un environnement inconnu. Alors, le rôle du leader, le rôle du manager, dans ces cas-là, c'est de prendre souvent contact avec ses équipes, pas pour leur parler du travail, mais pour leur parler justement, encore une fois, de leurs émotions, comment ils subissent les journées, s'ils sont atteints de la maladie, s'ils ont des familles atteintes de la maladie. En fin de compte, prendre soin psychologiquement de ses collaborateurs. Moi, sur une prise d'otage, je ne pouvais pas faire du face-à-face avec mon preneur d'otage, c'était trop dangereux. Ça m'est arrivé 2-3 fois de le faire. Deux fois, je me suis fait prendre en otage et ça a été dramatique. Je m'en suis bien sorti puisque je suis là aujourd'hui. Mais on le faisait par téléphone. Par téléphone, il y a moins de, on peut faire passer moins d'émotions parce qu'il y a pas tout le physique qui est là. Et donc, les premières choses que je faisais, c'était que je prenais soin de ce preneur d'otage, sa santé psychologique, parce que plus je vais prendre soin de sa santé psychologique, plus mes otages se sentiront bien aussi. Donc, c'est prendre des nouvelles régulièrement, pas trop longues, hein, mais simplement faire un petit coucou, comment ça va, etc., pour prendre la température émotionnelle de ces troupes. Tu D'ailleurs, préconises, pardon de te couper, mais tu préconises plus un appel qu'un mail. ah oui, surtout pas de mail parce que tu sais, sur le mail, on voit encore moins les émotions. Là, on a de la chance d'avoir de la visioconférence maintenant, donc on peut se voir, on peut voir le comportement, tout ça. Et donc, c'est important des petites réunions, mais pas pour parler du travail, hein, pour parler émotionnellement, comment la personne se sent, la famille, etc., comment il organise ses journées, et montrer qu'on est présent psychologiquement, présent émotionnellement et pas seulement présent professionnellement. Et ça, c'est réellement important. Le problème, c'est que souvent, on montre qu'on est là professionnellement présent, mais ce n'est pas le plus important dans ces moments de crise, c'est d'être là présent émotionnellement. Donc, appeler de temps en temps ses collaborateurs pour leur montrer que émotionnellement, ils sont importants pour nous. Bon, écoute, je pense que c'est un bon mot de la fin. En tous les cas, bon, ça donne quelques pistes pour justement, pendant cette période de confinement où l'activité est réduite, préparer au mieux la reprise. Merci beaucoup en tout cas d'avoir pris un peu de temps pour partager avec nous et puis on se reparlera peut-être avant la reprise en fonction de la durée du confinement pour évoquer d'autres thématiques. Bon, en tous les cas, voilà, je précise que tu as un champ d'intervention assez large pour répondre à toutes ces problématiques pour les dirigeants et les managers qui voudraient être un peu accompagnés pour préparer justement au mieux la reprise de l'activité. Donc, en tous les cas, merci Bernard, bon confinement. Merci. Porte-toi bien et puis au plaisir de te retrouver en tous les cas pour des conférences et diverses manifestations quand elles seront à nouveau autorisées.
Merci beaucoup. À très bientôt. Au revoir, À Philippe. bientôt. Salut. Ciao.